J'ai un rendez-vous de boulot. Ah d'accord. Bonne heure, hein? Ouais. Allez voir dehors. Ça se termine à quelle heure? C'est prévu, Eh bien, on va commencer. On a fermé les portes, tout va bien, personne ne s'enfuit. Non, je crois pas qu'elles sont liées à Je peux rien faire. Non, je ne peux rien. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis. Bienvenue à cette 85e répit d'Act Up Paris. Encore un chiffre impressionnant, hein. Effectivement, parce qu'on a voulu faire une répit un peu hors du commun, un petit peu, je dirais pas tout à fait dans la série habituelle, tout simplement parce que, comme pas mal de gens qui ont un peu connu cette histoire, nous nous sommes rendus compte au début de cette année que, oups, 2011, ça fait 30 ans. Et puis, on a essayé à ce moment-là de se dire, mais au fond, c'est quoi la date exacte? Et c'est comme ça qu'en cherchant un peu dans la bibliographie, on s'est rendu compte que le 5 juin, c'est bien ça, oui, le 5 juin 1981, le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta aux États-Unis publiait une note disant qu'ils avaient découvert des symptômes communs chez un certain nombre de gens qui n'avaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément, je crois que c'était côte Est et côte Ouest. New York et San Francisco, si je ne m'abuse. Le premier, c'était Los Angeles. C'était Los Angeles. Oui, c'est après. C'est après. Très vite derrière. Oui. Oui, une question de semaine, je crois, un truc comme ça. Et qui présentait un certain nombre de symptômes communs de quelque chose qui semblait être une maladie assez identifiée. Et c'est comme ça qu'a démarré, je dirais, toute l'histoire qui nous réunit depuis pas mal de temps. 30 ans, d'ailleurs. 30 ans de sida. Alors, effectivement, je ne crois pas que ce soit une fête, ni un anniversaire sympathique à célébrer, mais simplement, peut-être l'occasion, c'est ce qu'on a voulu faire, l'occasion d'essayer de se retrouver avec des gens qui ont connu l'histoire, pas forcément volontairement, et d'essayer de voir un petit peu si on peut en tirer des leçons. D'où la question titre de cette répit qui est de dire 30 ans de sida, est-ce que le plus dur est derrière nous? C'est d'ailleurs, je dirais, la question générique que je poserai à nos invités. C'est d'essayer de voir, d'essayer de se dire un peu, voilà, où est-ce qu'on en est au fond dans cette histoire? Est-ce qu'au bout de 30 ans, on peut se dire, ouf, ça commence à aller un peu mieux? Ou est-ce qu'il faut se laisser aller à une fatalité plus sombre et se dire que peut-être qu'on n'a pas encore vu le pire? Ce serait intéressant d'essayer de tourner un peu autour de cette idée, mais je vous propose quand même, parce que c'est vrai que moi il m'est arrivé ces dernières années parfois de faire des cours à des étudiants, de me retrouver devant un parterre d'étudiants qui ont 20 ans, et puis de réaliser subitement que, ah oui, mais c'est vrai, ils n'étaient pas nés en 80.
Et donc, effectivement, je me suis rendu compte que l'histoire a quelque chose d'intéressant de temps en temps quand on va essayer de comprendre un peu les choses. Alors, on peut le prendre simplement sur un plan anecdotique et se dire que l'histoire du sida a probablement quelque chose d'intéressant. Je pense que ce qui serait plus intéressant, c'est d'essayer d'en tirer des leçons, effectivement. Mais je voudrais commencer d'abord par demander à Willy Rosenbaum, notre premier invité, que vous avez certainement reconnu, Willy Rosenbaum, qui a le triste privilège, je dirais, d'être en gros le premier en France à s'être intéressé au sida et aussi à y être toujours aujourd'hui, puisque vous savez bien que Willy Rosenbaum est président du Conseil national du sida. Alors, oui, déjà, oui, comment ça a commencé? Tu vas m'obliger à faire un peu d'anecdote, mais bon, pour moi, ça a commencé le 7 juin. Donc, 48 heures de retard sur la publication, parce qu'effectivement, c'est le 7 juin que j'ai reçu le fameux MMWR qui signalait les premiers cas de cette étrange histoire de patients souffrant de déficit immunitaire d'origine inconnue. C'est ça un peu qui avait attiré l'attention. Puis il y a un deuxième élément qui avait attiré l'attention, c'est que ces 5 personnes qui souffraient de déficit immunitaire inconnu étaient toutes les 5 homosexuelles. Et bien entendu, ça n'a pu faire que attirer l'attention. Alors, il se trouve que j'ai reçu cette publication qui, si vous regardez dans le document qu'on nous a donné, montre que c'est un petit feuillet, quoi. Hein. C'était 4 feuillets, donc 8 pages. C'était relativement petit. Ça se lisait en, je dirais, 5 à 10 minutes. On avait tout vu, puis surtout que les pages du milieu, c'était que des chiffres. Et c'est la revue du Centre de contrôle des maladies d'Atlanta, qui est un centre qui fait de l'épidémiologie et sur les maladies transmissibles de la surveillance. On appelle, c'est-à-dire qu'on compte les cas, qu'on regarde les phénomènes un peu inhabituels. Et là, c'était typiquement un phénomène individuel. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que l'alerte, elle avait été donnée quelques mois auparavant, en fait, parce qu'on avait observé une augmentation de consommation d'un médicament, une augmentation relativement faible, puisque je crois qu'il était de 5% simplement par rapport aux périodes antérieures, d'un médicament qu'on appelle la lomidine, qui est un médicament orphelin, entre guillemets, un antiparasitaire, qu'on utilisait beaucoup dans certaines maladies parasitaires. Je vais vous faire grâce des détails, mais aussi dans une maladie qui est aujourd'hui un peu plus connue, qui s'appelle la pneumocystose pulmonaire, qui était un traitement un peu de référence à l'époque de cette pneumocystose. Et c'est ça qui a mis l'alerte. On est retourné dans les dossiers pour comprendre pourquoi il y avait cette augmentation de consommation. On s'est aperçu qu'il y avait une augmentation. J'y touche pas. Ah oui, mais je parle trop fort. Donc, une augmentation des nombres de pneumocystoses. Les gens ont été voir dans les dossiers. Et c'est là où on s'est aperçu, que cette pneumocystose qu'on connaissait depuis un certain temps, depuis 1945 en fait, et qui survenait chez des patients, des personnes immunodéprimées pour différentes raisons. Et là, on ne retrouvait pas la cause, premièrement. Et deuxièmement, on s'est aperçu que la surreprésentation de cette pneumocystose arrivait chez des hommes homosexuels. Donc, ces deux éléments mis ensemble ont attiré naturellement l'attention. Et très vite, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dès le mois d'août, il y avait à peu près 144 décrits dans ce MMWR, et 10% n'étaient pas des personnes, des hommes homosexuels. Donc déjà, dès le mois d'août 81, on savait que ce n'était pas réservé aux homosexuels si on acceptait la définition de l'époque, c'est-à-dire un déficit immunitaire de cause inconnue. Enfin, une infection opportuniste ou une tumeur, en l'occurrence un sarcome de Kaposi, qui survenait chez une personne qui n'avait aucune cause connue de déficit immunitaire. Et puis, il a fallu attendre la fin de l'année 81, mais finalement assez vite, pour faire le lien avec les usagers de drogue
et début 82 pour faire le lien avec les transfusés et les hémophiles. Et c'est d'ailleurs ces éléments des populations qui étaient plus touchées par cette maladie, hein, qui étaient en proportion plus importante de ce nouvel syndrome, que l'on a fait les hypothèses qui étaient, la transmission sexuelle, puisqu'on a très rapidement montré que le nombre de partenaires était un facteur favorisant, et puis le fait que ça touchait les utilisateurs de drogue par voie intraveineuse et les transfusés, là aussi évoquait la possibilité d'une transmission sanguine. Et dès le début 82, il y avait deux grandes hypothèses. La première, c'était un produit toxique, puisque les déficits immunitaires acquis sont souvent la conséquence de toxicité soit chimique, soit physique. Et puis l'autre possibilité, c'est qu'il y ait un agent transmissible, soit par voie sexuelle, soit par voie sanguine, qui pouvait être responsable de cette maladie. Tout ça a été très vite en fait. Hein. En France, je dirais, il y a deux éléments qui ont fait que je me suis d'emblée intéressé au sujet. Trois éléments. Le premier, c'est j'ai reçu ce MMWR. Deux, l'après-midi même, et c'est pas une confusion de la mémoire, c'est vraiment une réalité presque incroyable. Je recevais un patient qui est venu avec son petit copain par la main, donc qui affichait ouvertement son homosexualité, qui toussait, qui avait la fièvre, enfin exactement ce qui était décrit dans ce canard. Et c'était difficile pour moi de ne pas faire le rapprochement. Puis comme je connaissais un peu la pneumocystose, puisque j'étais passé en Mondeur, n'est-ce pas, Alain, qui est là, en néphrologie, on faisait des greffes, et la pneumocystose était une pathologie qu'on trouvait assez fréquemment chez les greffés. Il faut dire qu'à l'époque, donc, le diagnostic se faisait aussi par la même méthode qu'aujourd'hui, c'est-à-dire par lavage alvéolaire, et qu'à l'époque, il fallait une quinzaine de jours pour obtenir un lavage alvéolaire, et les deux endroits à Paris où on en faisait. Au Chic, hein, si je me souviens bien, Alain, et à Tenon, il y avait Charles Maillot qui faisait ça aussi. Donc c'était assez compliqué d'avoir ça. Je me souviens que ça avait pris une quinzaine de jours pour confirmer le diagnostic, et effectivement, ce patient avait effectivement une pneumocystose pulmonaire. Et puis, comme je recevais de nouveau les publications, j'ai commencé à en parler autour de moi, et tout le monde trouvait que j'avais des drôles de fantasmes autour de l'homosexualité. J'ai essayé d'expliquer que je pensais que ça n'avait pas obligatoirement quelque chose à voir, c'était juste un problème médical. Et sans chercher vraiment, en interrogeant Charles Maillot qui s'occupait des immunodéprimés, et puis d'autres collègues à Claude Bernard, en fait, on a retrouvé, en septembre, on avait identifié 5 personnes qui pouvaient avoir été atteintes par la même maladie, ou par le même syndrome. Et parmi ces 5 personnes, d'ailleurs, il y avait 2 femmes qui avaient été hospitalisées donc, à Tenon, en pneumologie. On a une petite capote, c'est ça? Vous pensez que j'allais subir les pires outrages à ce niveau, ou quoi? Ou l'inverse, peut-être. Ah oui, parce qu'il est assez... Et bien, on va commencer. On a fermé les portes, tout va bien, personne ne se sent
Et j'ai un rendez-vous de boulot. Ah d'accord. Non, je crois pas qu'elles sont liées. Mais je peux rien faire. Non, je ne peux rien. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis. Bienvenue à cette 85e répit d'Actes de Paris. Encore un chiffre impressionnant, hein. Effectivement, parce qu'on a voulu faire une répit un peu hors du commun, un petit peu